Sophie Reader a disparu dans la nuit du 19 au 20 mai 2017 dans la ville de Fort Lauderdale, à 47 km au nord de Miami en Floride. Elle avait 15 ans. Tyler Withersby, lui, 31 ans, n'a plus donné signe de vie après avoir quitté son domicile le mercredi 4 septembre 2024 au matin. Ces deux histoires sont différentes, les deux disparitions ne sont pas liées, Sophie et Tyler ne se connaissaient pas. Mais ils ont un point commun, celui d'avoir été enregistrés par les caméras de vidéosurveillance dans la rue avant de se volatiliser. Bonjour à tous, j'espère que tout va bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant ça, je voudrais faire un petit clin d'œil à tous ceux qui m'emportent avec eux hors de la maison, dans les transports en commun, à la gare, dans le train, dans un café, dans tous les endroits finalement qui proposent un Wi-Fi public gratuit, et je sais que vous êtes nombreux. Alors c'est très sympa de m'emmener où que vous soyez, mais soyez prudents avec les points d'accès Wi-Fi public qui ne sont pas sécurisés et qui exposent vos données à des cybercriminels potentiels. Moi, quand je le fais sur mon téléphone ou sur mon ordinateur quand je suis en déplacement, eh bien j'utilise NordVPN. C'est un réseau privé virtuel comme son nom l'indique. C'est le VPN le plus rapide et sécurisé du marché qui vous offre un accès sécurisé et privé à Internet. En gros, eh bien votre adresse IP et votre activité en ligne sont masquées aux yeux des potentiels espions et protège vos données dans un espace public, mais aussi chez vous, parce que même à la maison, on n'est pas forcément en sécurité. NordVPN offre de nombreuses fonctionnalités, et pas des moindres, par exemple la protection anti-menace pro, qui vous protège même quand le VPN n'est pas activé, contre les menaces, et fluidifie votre navigation en bloquant les pubs intrusives, les sites malveillants comme les sites de phishing ou les trackers de certains sites qui vous suivent sur le web et collectent vos données. Autre fonctionnalité importante parce qu'on en parle beaucoup, la surveillance dark web. Grâce à celle-ci, vous profitez d'une protection 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comment ? Eh bien en recevant des notifications instantanées en cas de fuite de vos identifiants, et franchement ça c'est très rassurant. Vous pouvez même utiliser NordVPN sur votre télévision, ça protège jusqu'à 10 appareils en même temps. Cliquez sur le lien dans la description dès maintenant pour obtenir 4 mois gratuits. C'est évidemment une offre spéciale pour vous qui ne va pas durer éternellement, donc ne la manquez pas, profitez de cette offre dès maintenant. Utilisez mon lien pour 4 mois gratuits et un essai sans risque de 30 jours. Restez en sécurité en ligne, obtenez NordVPN dès aujourd'hui. C'est parti pour la vidéo. Tyler Blake Withersby a donc disparu à l'âge de 31 ans le matin du mercredi 4 septembre 2024. Tyler passe son enfance dans un quartier difficile de Chicago, dans l'Illinois, aux côtés de Janine, sa mère, de ses 2 frères et de sa petite sœur. Il est très proche de sa famille, mais celui qu'il considère comme son modèle, c'est Gregory, son frère aîné. C'est de lui qu'il est le plus proche. Il partage avec lui son goût prononcé pour la musique. Ils rêvent tous les deux de monter leur propre groupe et vont s'en donner les moyens. Après l'obtention de son diplôme d'art, Tyler accompagne son grand frère à Los Angeles, où il signe avec une agence artistique. Ça y est, le groupe est officiellement lancé. C'est à ce moment-là que Tyler commence à expérimenter la photographie et le montage de clips, à tel point que c'est lui qui monte les clips du groupe. C'est un créateur, Tyler. Il a un vrai don pour le marketing. C'est en grande partie grâce à lui que le groupe grandit et se fait connaître sur les réseaux sociaux. Ils font quelques petites tournées et se diversifient en lançant leur propre marque de vêtements. D'un naturel timide et introverti, Tyler va s'émanciper et va au fil du temps avoir envie d'autre chose, de se diversifier, de faire ses propres expériences sans son frère. Gregory retourne donc à Chicago et Tyler, lui, s'installe dans le Dakota du Sud, espérant prendre un nouveau départ. C'est là-bas qu'il rencontre une femme, Mona Lisa Perez, avec qui il se lie rapidement d'amitié. Ils font connaissance lors d'un événement privé et se découvrent une passion commune autour de la mode et de la musique. Ensuite, c'est surtout par message interposé qu'ils discutent,
habitant à 45 km l'un de l'autre. Mona Lisa Pérez, c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose. Moi, ça m'a fait tilt. Et j'avais raison. Parce qu'elle a été au cœur d'une tragédie très médiatisée en 2017. Alors qu'elle est âgée de 19 ans à l'époque, déjà mère d'une petite fille de 3 ans prénommée Alia et enceinte de son deuxième enfant, elle réalise avec son compagnon, Pedro Ruiz, un défi censé faire décoller leur chaîne YouTube, intitulée La Mona Lisa. L'une des vidéos les plus dangereuses jamais tournées selon les mots de la jeune femme, écrit sur Twitter le 27 juin 2017. Pedro et moi l'ont probablement enregistré l'une des vidéos les plus dangereuses jamais tournées. Son idée, pas la mienne. Une vidéo pour faire beaucoup de vues qui va virer au drame. Quelques heures après ce tweet, et alors que leur petite fille de 3 ans assiste à la scène, Pedro enclenche sa caméra GoPro qu'il porte sur lui. Le jeune homme prend une encyclopédie, il la colle sur son torse et demande à Mona Lisa de lui tirer dessus, lui affirmant que le livre assez épais retiendrait la balle. Mais la balle traverse et se loge dans le cœur de Pedro, qui perd la vie en quelques minutes. Mona Lisa est arrêtée, elle finit par plaider coupable d'homicide involontaire au 2e degré. Elle est condamnée à 10 ans de prison, une peine réduite à 180 jours de prison, les juges ayant conclu qu'elle avait agi sous l'influence d'un homme manipulateur et violent. Dans le cadre de l'accord de plaidoyer, elle a été autorisée à purger cette peine dans son état d'origine, le Dakota du Sud, par tranche de 10 jours pour qu'elle puisse élever ses enfants. Elle a été interdite à vie de posséder des armes à feu ou de percevoir des paiements pour son histoire. L'histoire, justement, fait le tour des médias du monde entier. À cette époque, Tyler et Mona Lisa commençaient tout juste à être amis. Elle a sombré dans la dépression et les idées noires. C'est lui qui l'a aidée à survivre, selon ses mots. Il suffit de regarder ce message que Tyler lui a envoyé 1 mois après le drame pour comprendre qu'il lui a été d'un grand soutien. Dans ce message, il lui dit qu'il prie pour elle et l'encourage à continuer à vivre cette vie, à apprendre et à vivre désormais pour la croissance de son âme. Puis au fil des mois, ils se rapprochent, ils s'aident mutuellement, il lui a même trouvé un petit surnom, il l'appelle son Da Vinci. Étant passionnés de mode tous les deux, ils décident de créer Wake, leur propre marque de vêtements streetwear. Ils organisent des boutiques éphémères et des événements comme des défilés de mode, au cours desquels ils s'engagent dans un problème qui leur tient à cœur, à tous les deux, la santé mentale. Pour eux, c'est simple, cette marque de vêtements permet de se connaître soi-même et d'aimer qui on est. En 2020, ils lancent également un podcast sur leur parcours vers l'entrepreneuriat, les hauts et les bas de leur situation, en particulier lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé. Finalement, au fil des mois, ils deviennent plus que des amis, ils s'installent à Sioux Falls et ils se marient en 2021. Tyler devient officiellement le père des 2 enfants de Mona Lisa et 3 ans plus tard, en 2024, le couple donne naissance à une petite fille. Tyler, c'est un garçon qui prend soin de lui, il fait de l'exercice tous les jours, il mange sainement, il pratique de temps en temps le jeûne intermittent. La petite famille est heureuse, tout semble aller pour le mieux, mais progressivement, il sombre dans la dépression. Et ces problèmes de santé mentale qui ont toujours été présents lors de moments de stress ressortent principalement après la période du Covid. Sa seule façon finalement de se sortir de ces mauvais passages et de penser à autre chose, ce sont ces promenades quotidiennes qu'il fait 2 à 3 fois par jour, des promenades qui l'aident à se vider l'esprit, à méditer. La première commence toujours très tôt le matin, bien avant que sa femme et ses enfants soient levés. Comme cela va être le cas le mercredi 4 septembre 2024. Avant ça, revenons quelques jours plus tôt. Le 26 août 2024, Janine, la mère de Tyler, arrive à Sioux Falls pour une semaine de vacances. Une semaine de vacances durant lesquelles elle voit son fils, sa nouvelle petite fille et sa belle-fille ainsi que les 2 autres enfants. Elle est heureuse de passer ces quelques jours auprès d'eux. Son avion retour étant prévu le mercredi 4 septembre au matin. Le début du séjour se passe bien. Ils font des activités tous ensemble. Mona Lisa publie même sur ses réseaux sociaux des photos de ces moments passés ensemble. Des photos sur lesquelles, vous le voyez, tout le monde sourit, tout le monde a l'air bien. Mais c'est le lendemain, le 3 septembre au soir, que l'atmosphère change radicalement.
Tyler et Janine, ça n'arrive jamais, se disputent pour un désaccord a priori banal, mais qui prend des proportions inhabituelles et troublantes. Jamais Tyler ne lui avait parlé comme ça, selon elle. Ça ne lui ressemblait pas. La dispute a tellement mal tourné qu'il a immédiatement conduit sa mère à l'aéroport, même si son vol ne partait que le lendemain. Une fois à l'aéroport, bouleversée, Janine appelle son fils aîné, Grégory, en lui expliquant la situation. Grégory, peiné par ce qui est en train de se passer, lui paye une chambre d'hôtel à distance pour pas qu'elle ne passe la nuit dehors, et appelle son frère Tyler en exigeant de savoir ce qui s'était passé avec leur mère. Mais selon Grégory, ce que dit Tyler au téléphone n'a aucun sens. Il est en boucle et refuse d'expliquer ce qui s'est passé. Une attitude incompréhensible que Mona Lisa a elle aussi remarqué quand il est rentré à la maison. Ce qu'il disait ne lui ressemblait absolument pas, c'était vraiment, vraiment bizarre. Ce petit accrochage avec sa mère l'a bouleversé. Il n'arrivait pas à se calmer. On n'a pas bien dormi tous les deux cette nuit-là. Le lendemain, le mercredi 4 septembre, Tyler quitte la maison vers 7h15 pour sa première balade matinale, peu après le lever du soleil, alors que tout le monde dort encore. Lorsqu'il revient une demi-heure plus tard, à 7h45, Mona Lisa est en train de préparer les deux grands-enfants pour l'école. Tyler l'aide à faire monter tout le monde dans la voiture. Il attache leur petite fille de 6 mois dans son siège auto. Il embrasse Mona Lisa, il lui glisse un « je t'aime », la voiture prend la direction de l'école et Tyler, lui, part pour sa deuxième balade de la matinée. Il part sans son portefeuille, sans son téléphone portable et sans ses clés de maison. Lorsque Mona Lisa revient de l'école, elle remarque que Tyler n'est toujours pas rentré. Ce n'est pas inhabituel, ça lui arrive de s'absenter pendant 1 heure ou 2 s'il a vraiment besoin d'une pause mentale. Mais les heures passent et Tyler n'est toujours pas là. Vers 10h30, Mona Lisa commence à s'inquiéter. C'est à ce moment-là que j'ai appelé ma mère, j'ai appelé ma sœur, je suis montée dans la voiture, j'ai cherché dans le quartier, je suis allée à son lieu de méditation, j'étais en panique. Finalement, après des heures de recherches infructueuses, elle appelle la police locale et signale sa disparition à 16h30 le jour même, en leur donnant une description physique de ce qu'il portait comme vêtements le matin quand il est parti, un t-shirt blanc et un short noir. Ce n'est que le lendemain, le 5 septembre, que Mona Lisa prévient Grégory et Janine. Une enquête commence. Le principal problème dans cette disparition, c'est que personne ne sait où Tyler s'est rendu après avoir quitté son domicile le mercredi matin, le 4 septembre. Pour la police, il est simplement parti en laissant toutes ses affaires derrière lui. Les enquêteurs font du porte-à-porte chez les voisins pour demander si quelqu'un l'a aperçu, et c'est comme ça qu'ils récupèrent des images de vidéosurveillance provenant de 2 maisons montrant Tyler ce matin-là, marchant seul à 7h37 sur le trottoir, au coin de Marion Road et de Madison Street, à moins d'1 kilomètre de sa maison. Il a l'air, selon certains, complètement détendu. Moi, je dirais, je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'il a l'air déterminé et complètement indifférent à ce qui pourrait se passer autour de lui, comme si il savait où il allait. Selon le rapport de police, d'autres caméras l'auraient repéré près d'une intersection en train de discuter avec quelqu'un à vélo. Il s'est ensuite tourné pour parler à une autre personne dans un véhicule avant de revenir vers la personne à vélo. Toujours selon ce rapport, Tyler semblait à l'aise avec les 2 individus et ne montrait aucun signe de détresse. Ce sont les dernières images de Tyler Withersby. Petite parenthèse, il y a un petit problème sur les horaires. L'horaire qui nous est fourni par les images de vidéosurveillance est 7h37 à 1 km de son domicile. Et je vous rappelle que le témoignage de sa femme, de Mona Lisa, nous dit qu'il est rentré à 7h45 à la maison pour l'aider à faire rentrer les 2 grands dans la voiture, etc. 7h37, 7h45, c'est quand même très proche. On est à 1 km de chez lui, c'est impossible qu'il soit arrivé chez lui à 7h45 si évidemment tous ses horaires sont corrects.
Après la diffusion de ces images, la famille et les amis de Tyler organisent des battues pour ratisser les alentours du quartier où il vit, en imaginant ce qu'il aurait pu faire après ses derniers mouvements enregistrés. S'il avait continué sur Madison Street, il serait passé sous l'autoroute et se serait retrouvé près du parc des expositions. Un parc des expositions qui a accueilli un grand événement jusqu'au 2 septembre et peut-être qu'il y avait encore du monde dans ce parc, du personnel en train de ranger. Peut-être que quelqu'un l'aurait aperçu. D'autant qu'autour du parc des expositions se trouve la carrière de Knife River. De nombreuses recherches ont eu lieu dans cette zone, aidées par un drone, mais absolument rien n'a été retrouvé. C'était comme si en fait Tyler s'était volatilisé. Qu'est-il arrivé à Tyler ? Forcément, beaucoup de spéculations commencent à apparaître sur Internet, ce qui va particulièrement agacer la police locale qui se pose beaucoup de questions. Ils ont appris pour la dispute de la veille entre Janine et Tyler et se demandent si cet incident a pu l'inciter à partir, à fuir. Avait-il simplement essayé de se vider la tête en faisant une promenade méditative ? Ou avait-il décidé de quitter la ville pendant quelque temps ? L'intersection où il a été vu pour la dernière fois se trouve juste à côté de l'autoroute. A-t-il fait du stop avec quelqu'un ? Un trajet qui avait peut-être pris une tournure inattendue ? Qui étaient les deux personnes à qui il a parlé ce jour-là ? La personne sur le vélo et la personne dans la voiture. Et puis, rappel très important, Tyler n'avait ni son téléphone, ni son portefeuille, pas d'argent, pas de pièce d'identité. Jusqu'où aurait-il pu aller, seul ? D'autres pensent qu'il a rejoint une communauté, ou encore qu'il a mis fin à ses jours. Faut vraiment comprendre qu'on n'a aucune piste sérieuse sur sa disparition. Que des suppositions, que des doutes. Parmi les doutes, il y en a un qui revient avec insistance. Mona Lisa, la femme de Tyler. Est-ce qu'elle dit toute la vérité ? Cache-t-elle quelque chose ? Eh bien, c'est ce que pense la famille de Tyler, et notamment son frère Gregory, qui n'hésite pas publiquement sur ses réseaux sociaux à la pointer du doigt. C'est simple, entre le moment de la disparition de Tyler et mi-novembre 2024, quasiment tous ses posts Facebook visaient Mona Lisa. Je vous ai récupéré quelques-uns de ces posts pour que vous compreniez que finalement, Mona Lisa n'était pas totalement appréciée de la famille de Tyler, à tel point qu'on l'accuse de cacher quelque chose. Voici par exemple ce qu'il a écrit le 7 septembre 2024, donc 3 jours après la disparition de son frère. « C'est très étrange que tout ce que j'ai entendu et vu ne s'aligne pas ces derniers jours. Ils veulent peindre une image et créer un récit sur mon frère, comme quoi il était instable ou faisait face à des problèmes mentaux. Mais personne ne remet en question sa femme. Quelqu'un d'autre trouve cela étrange ? Pourquoi un homme quitterait-il sa maison sans rien sur lui ? À mes yeux, ça avait l'air urgent. Bizarre. C'est aussi très étrange que j'ai reçu un appel manqué de son numéro de téléphone à 8h03 le même matin. Littéralement 18 minutes après qu'il soit censé être reparti en promenade, sans son téléphone. C'est très étrange aussi que je n'ai pas pu contacter Tyler sur son téléphone la veille de sa disparition. Toutes les communications étaient passées par le téléphone de Mona Lisa, qu'il avait avec lui la veille de sa disparition, le 3 septembre 2024 à 22h02 précisément. Je me demande ce matin-là si mon frère a essayé d'appeler à l'aide, ou alors si Mona Lisa a essayé de m'appeler pour une possible dispute qu'ils ont eue, ce qu'ils font toujours. Ça ne colle pas. Pourquoi un homme quitterait sa maison sans rien sur lui ? Il fait aussi remarquer que son post dans le groupe Facebook Recherche de Tyler a été supprimé par celle qui gère le groupe, Mona Lisa. Ils ont supprimé tous les messages et m'ont retiré du groupe. Mona Lisa Pérez couvre quelque chose. Sinon, pourquoi ressentirait-il le besoin de supprimer un poste de membre de la famille ? Le 8 septembre, il écrit ceci. « Si j'étais une femme, et si je savais que mon mari était mentalement instable et face à la psychose, pourquoi je l'autoriserais à quitter la maison ? Surtout quitter la maison sans téléphone ni portefeuille. Étrange. Mona m'a dit qu'elle n'avait pas contacté sa mère avant cette nuit du 4 septembre 2024 pour lui dire que Tyler n'était pas rentré à la maison après sa promenade matinale à 7h45. Je ne comprends pas qu'une femme a pu attendre toute la journée avant de signaler que son mari n'était pas rentré à la maison depuis 7h45 ce matin-là.
Pourquoi sa mère était-elle la seule personne qu'elle a contactée? Comment une femme mariée peut-elle même aller se coucher cette nuit-là sans avertir plusieurs personnes, en particulier les membres de la famille de son mari? Comment a-t-elle même pu aller se coucher cette nuit-là sans avertir plusieurs personnes, en particulier les membres de la famille de son mari? Pourquoi la famille de Tyler n'a-t-elle pas été contactée cette nuit-là? Aucun appel à ses frères, à sa mère, ou sa belle-mère, ou son père, ou sa sœur. Voici également ce qu'il a écrit le 11 septembre 2024. Je me souviens quand Tyler et Mona se sont rencontrés pour la première fois. Elle était toujours aux prises avec la situation tragique du meurtre du père de ses enfants. J'ai averti mon frère, et je lui ai dit que je la sentais pas. Bref, je l'ai accepté parce que c'est avec lui que mon frère voulait être. Donc, par respect de mon jeune frère, j'ai accepté Mona dans ma famille. Je l'ai même défendue quand toute la ville la détestait et était contre elle pour ce qu'elle avait fait. Il sortait rarement de la maison à cause de la réaction des gens. Je vous rappelle qu'elle a tué le père de ses enfants. La situation la plus alarmante pour moi a été lorsqu'elle a consulté un médium. Si vous ne savez pas ce que font les médiums, ils parlent aux morts. Bref, Tyler et Mona se sont tous deux assis avec le médium. Ils ont canalisé l'énergie de Pedro. Et Pedro, qui était déjà décédé, a pu parler à travers le médium. Tyler m'a dit qu'il avait dit des choses que seuls eux savaient. Et ça l'a un peu effrayé. C'est pourquoi il m'a appelé et m'en a parlé. Elle m'a demandé si elle devait consulter un médium pour le trouver. J'ai dit non, tout de suite. Je lui ai dit pourquoi consulter les morts si Tyler est toujours vivant. Elle m'a dit que j'avais raison. Mais elle m'a dit qu'elle avait déjà contacté sa sœur, Ashley Perez, pour lui dire des choses sur Tyler. Le vendredi 6 septembre 2024 n'était que le 3e jour de sa disparition quand elle m'a parlé de ça. Pourquoi soupçonnait-elle déjà Tyler d'être mort? Eh bien peut-être juste parce qu'Ashley et Mona Lisa Perez savaient déjà quelque chose sur le sort de mon frère. Pourquoi avoir besoin d'un médium sinon? Message du 13 septembre 2024 sur le compte Facebook encore une fois de Grégory. Je te parlais littéralement presque tous les jours. Elle détestait ça. Elle voulait t'éloigner de tous ceux qui t'aimaient sincèrement. Elle vous a brouillé avec tous les gens que vous connaissiez. Elle a ruiné tes amitiés, tes relations d'affaires, et a essayé de retourner notre famille contre toi. Tu voulais partir, mais tu ne voulais pas la blesser ni abandonner ses enfants. Après ta disparition, Mona a nettoyé toute la maison et s'est débarrassée de votre chien. C'était littéralement des sacs dans le garage et des choses qu'elle a fourrées dans le coffre d'une voiture. C'est bizarre, frère. Nous savons tous les deux que Mona ne nettoie jamais. Les détectives ne répondent même pas ou ne répondent pas à mes appels. Donc je dois utiliser mes réseaux sociaux pour faire bouger les choses. Dieu va révéler la vérité. Ça fait maintenant plus d'1 semaine que tu as disparu, je veux juste te dire que je t'aime. Et je veux te serrer dans mes bras de la même façon que tu m'as fait un câlin quand j'avais mal cet été. Tu me manques, mon jumeau. Autre post Facebook toujours le même jour. La dernière vidéo de Tyler qu'on a est à 7h37 s'éloignant de la maison. Mona a menti et a dit qu'il avait commencé sa promenade matinale à 7h45. Quelqu'un m'a récemment envoyé une photo et aurait vu la mère de Mona Lisa, Lisa Zenz, en train de charger une voiture et de se débarrasser de beaucoup de choses dans la maison. C'est étrange. Mona ne nettoie jamais. J'ai littéralement eu des conversations avec mon frère en me disant comment il nettoyait toujours derrière elle et les enfants. Alors pourquoi a-t-elle décidé de nettoyer maintenant? Elle n'a jamais aimé ça avant. Pourquoi la première pensée serait de nettoyer la maison après la disparition de son mari? Pourquoi te débarrasserais-tu d'un chien, un chien que Tyler aimait tant? Est-ce une indication qu'il ne reviendra peut-être jamais? Ça me semble étrange. Le 14 septembre. Quelqu'un est-il allé chez Mona? J'ai toujours trouvé ça étrange que la chambre des enfants se trouve au premier étage, juste en face de la porte d'entrée de la maison, alors que leur chambre était au sous-sol. Je n'ai jamais questionné mon frère sur la façon dont il voulait opérer ou installer leur maison, alors je n'ai jamais rien dit. Mais j'ai toujours pensé que c'était dangereux pour les enfants et assez étrange. Chaque fois que je venais dans la maison, je dormais dans leur sous-sol en face de leur chambre, sur le canapé. Il faisait toujours très froid dans leur sous-sol, peu importe la saison. J'avais besoin de 3 couvertures et d'un chauffage. Même quand il y avait le chauffage en hiver, il ne faisait jamais assez chaud là-bas. Mais c'est pas le sujet principal. Il faisait toujours super sombre là-bas, surtout la nuit. Vous ne pouviez pas voir sans allumer votre lumière depuis votre téléphone. J'avais toujours l'impression que quelque chose me regardait pendant que je dormais. Peut-être que les enfants savent quelque chose que nous ne savons pas.
Regardez, ça c'est une photo que Tyler m'a envoyée il y a plusieurs semaines. C'est un dessin de Ryden. Ryden, c'est le deuxième fils de Mona Lisa. Sacré artiste, n'est-ce pas? Il faut savoir également que 2 cagnottes séparées GoFundMe ont été créées, une par Grégory qui a récolté 7 000 $ et une autre par Mona Lisa. Le 17 septembre 2024, Mona Lisa publiera ce message sur Facebook. Merci à tous pour votre soutien extraordinaire durant cette période incroyablement difficile. Les rumeurs et les fausses histoires qui circulent ont été profondément blessantes et détournent l'attention du but crucial de trouver mon mari Tyler. Je veux clarifier quelques points. La campagne GoFundMe, qui est apparue peu de temps après la disparition de Tyler, n'a pas été créée par moi. Elle a été lancée par quelqu'un qui avait participé à la recherche initiale. Dès que j'en ai eu connaissance, je l'ai fait enlever et je me suis assurée que tous les dons soient remboursés. En ce qui concerne le nettoyage de notre maison, des amis proches et la famille ont offert leur soutien en aidant aux tâches ménagères et en priant pour Tyler. Ils ont remarqué que les tâches ménagères s'accumulaient et sont intervenus pour alléger un peu mon fardeau pendant cette période difficile. Quant à notre chien, Tyler et moi avions déjà décidé de le ramener chez nous. Compte tenu des circonstances, j'ai estimé qu'il valait mieux prendre cette décision puisque je suis actuellement incapable de lui fournir les soins qu'elle mérite. Je veux aussi vous faire part d'une mise à jour. Notre famille a embauché un enquêteur privé et continue de travailler en étroite collaboration avec notre détective. Je demande des prières en cette période déchirante. Bien que la disparition de Tyler me brise le cœur, je reste forte dans ma foi, confiante que Dieu nous guidera à travers cette épreuve. S'il vous plaît, gardez aussi nos enfants dans vos pensées et vos prières, car ils luttent profondément avec la disparition de leur père. J'ai abandonné les médias sociaux et supprimé toutes les applications pour protéger mon bien-être mental et émotionnel. Mon seul objectif est de trouver Tyler et de le ramener à la maison en toute sécurité. Merci de votre compréhension et de votre soutien continu. Elle a également donné plus récemment une interview dans laquelle elle apparaît en pleurs expliquant qu'elle scrutait chaque jour la porte d'entrée en espérant voir Tyler apparaître et elle supplie les personnes qui l'ont croisé ce matin-là, vous savez, sur le vélo et dans la voiture, de se manifester pour savoir ce qu'il leur a dit. Même s'il s'agissait d'un lycéen qui se rendait à l'école Jefferson tout près de là, elle les supplie de dire quelque chose. Durant cette interview, elle balaie les spéculations. La seule chose qui compte pour elle, c'est de retrouver son mari. Le reste, ce sont des bêtises. Elle sait que de toute façon, quoi qu'elle fasse, elle sera jugée. On cherche à lui nuire, à lui faire porter le chapeau. Toujours est-il que Tyler est toujours, à l'heure où j'enregistre la vidéo, porté disparu. Il est décrit comme ayant une silhouette mince, mesurant environ 1,80 m et pesant 73 kg. Il a les yeux marron foncé et sa tête était rasée au moment de sa disparition. Mona Lisa pense qu'il aurait désormais les cheveux en arrière et peut-être une barbe. Tyler a également des tatouages, dont un sur son poignet droit. Il aurait, aujourd'hui, 32 ans. Passons maintenant à la disparition tout aussi mystérieuse de Sophie Reeder, une jeune femme née en 2002 de Patrick Reeder et de Nicole Twist, ses parents. Des parents qu'elle ne verra quasiment jamais ensemble puisqu'ils divorcent quand elle a 2 ans. Sophie est décrite par tous ceux qui la connaissent comme étant douce, introvertie, timide avec les gens qu'elle ne connaît pas, mais extravertie avec ses amis. Ce qui caractérise Sophie, c'est qu'elle reste dans son coin. Elle ne communique pas beaucoup avec ses parents, elle préfère rester dans sa chambre à écouter de la musique comme Nirvana ou encore Tupac. Si elle paraît plutôt calme et équilibrée, c'est à 12 ans qu'elle commence à présenter des problèmes de comportement. Elle sort souvent en douce pour faire des promenades nocturnes, sans prévenir sa mère chez qui elle vit la plupart du temps. Il lui est même arrivé de ne pas rentrer pendant plusieurs jours. D'ailleurs, après cet événement, Nicole a établi des règles strictes à la maison. Mais Sophie refuse de les suivre et décide d'emménager chez son père, qu'elle considère comme plus cool. C'est une fois chez son père à Fort Lauderdale, en Floride, que tout va basculer. Sophie a 15 ans, elle est de plus en plus rebelle, elle quitte définitivement son lycée et commence à suivre des cours en ligne. C'est alors que Patrick, son père, décide de lui acheter un téléphone et un ordinateur portable. Il estime qu'elle est en âge d'avoir un petit peu plus de liberté. Le problème, c'est que Sophie va se comporter de manière incontrôlable, à tel point que son père prévoit de l'envoyer dans un pensionnat pour filles. Lorsqu'il lui parle de cette possibilité,
Nous sommes en mars 2017. Sophie approche de ses 16 ans. Ce que Patrick ne sait pas à ce moment-là, c'est que 2 mois après cette discussion, Sophie va se volatiliser. Le 14 mai 2017, Sophie passe la fête des mères avec la sienne. Un moment somme toute normal. C'est aussi la dernière fois que Nicole voit sa fille, parce que 5 jours plus tard, le 20 mai, elle disparaît de la maison de son père. Patrick va passer 2 jours à essayer de la contacter, de l'appeler, de lui envoyer des SMS, mais sans retour. Son téléphone ne répond plus, alors il décide de prévenir son ex-femme. Et tous les deux signalent la disparition de Sophie le 22 mai. Elle mesure 1,50 m, elle pèse 45 kg, elle a les yeux marrons avec des cheveux bouclés bruns jusqu'aux épaules. On aura des détails beaucoup plus précis sur ce qu'elle portait le jour de sa disparition un petit peu plus tard. Quand les enquêteurs commencent à s'intéresser à cette disparition, ils connaissent le passé de fugueuse de Sophie. Je vous le rappelle, ça lui est déjà arrivé. Donc, très rapidement, on s'oriente vers ça. Sophie a fugué. Possiblement, elle va revenir. Le problème, c'est que plusieurs choses inquiètent la famille. Notamment son comportement étrange et agité, les heures précédant sa disparition. Le premier à en parler, c'est Patrick. Il raconte avoir vu Sophie pour la dernière fois le 19 mai vers 23 h, quelques minutes ou quelques heures, il ne le sait pas à ce moment-là, avant qu'elle ne disparaisse. Elle faisait les 100 pas dans la maison. Il explique ne pas y avoir prêté attention, il lui a dit bonne nuit et il est allé se coucher. Mais lorsqu'il est allé dans la chambre de Sophie à 9h30 le lendemain matin, elle n'y était pas. Par contre, chose bizarre, une bougie était allumée. Son lit était soigneusement fait et son ordinateur portable était ouvert. Plus étonnant encore, sur son calendrier, le 19 mai était barré, comme si quelque chose devait arriver ce jour ou cette nuit-là. En consultant l'ordinateur portable de la jeune fille, les parents font une découverte choquante. Ils se rendent compte que les jours précédant sa disparition, Sophie a visité des sites de Sugar Daddy et communiqué avec des hommes inconnus. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce terme de Sugar Daddy, ça désigne une relation dans laquelle une personne au style de vie confortable offre la possibilité à une personne plus jeune qu'elle de partager son style de vie, notamment au travers de cadeaux ou d'argent. En gros, c'est une jeune fille qui entretient une relation avec un homme beaucoup plus âgé et cet homme lui offre des cadeaux ou de l'argent contre des rapports physiques. Plus vulgairement, on peut appeler ça de la prostitution ou du michetonnage. Il trouve également 300 $ en espèces et un deuxième téléphone portable caché dans la chambre de Sophie. Le téléphone portable ne contient que 12 contacts. Les relevés téléphoniques montrent que Sophie a communiqué plusieurs fois avec un homme en particulier, un certain Leonard J. Jennings, un homme qui vit dans le quartier et Sophie se rendait souvent chez lui pour acheter de la marijuana. Où est-elle allée ? À quelle heure a-t-elle disparu ? Qu'a-t-elle fait ? On va avoir une partie de ces réponses grâce à des images de vidéosurveillance du quartier où elle vit avec son père. Regardez. Il est 23h25 ce 19 mai 2017. La caméra d'un voisin enregistre le calme ambiant du début de nuit. Seul le vent et le passage d'une voiture viennent troubler cette tranquillité. Jusqu'au moment où l'on voit passer Sophie Reader. Elle va errer pendant près de 2 heures et sera vue pour la toute dernière fois sur d'autres images de vidéosurveillance. À 2h16 du matin, à 1 km de chez elle, près du lycée de Stranahan, c'est son ancien lycée. On la discerne beaucoup mieux, elle porte une mini-robe noire, elle a un manteau en fourrure à imprimer léopard, des baskets type Converse et elle porte un casque écouteur blanc sur les oreilles. Elle porte également un sac à dos ou un grand sac à main. Son téléphone a borné pour la dernière fois dans cette zone à 9h du matin le 20 mai, après quoi le téléphone a été éteint ou est tombé en panne de batterie. La dernière fois que son téléphone a borné, écoutez bien, c'est chez ce Léonard. Sophie s'est rendue en fait chez lui
la nuit de sa disparition. Ses relevés téléphoniques indiquent qu'elle l'a appelé à 3h07 du matin et qu'elle était chez lui jusqu'à 9h13. Mais les policiers mettent du temps à s'y rendre. 2 mois plus tard, l'appartement en question sera enfin perquisitionné. 25 téléphones portables, 2 tours d'ordinateur, un journal et une paire d'écouteurs blancs seront récupérés. Mais aucun de ces objets, selon la police, n'était lié à Sophie. Leonard Jennings et ses 2 frères, qui ont tous un long passé criminel, ont été interrogés dans l'affaire de Sophie. Tous ont nié l'avoir connue, l'avoir vue ou avoir communiqué avec elle. Ils mentent forcément. Les enquêteurs pensent que Sophie a passé la nuit donc chez Leonard Jennings. Elle avait l'intention de rentrer chez elle puisqu'elle a laissé derrière elle une bougie allumée ainsi que $300 en espèces. Ils pensent qu'elle a été manipulée et qu'elle a été victime d'un trafic sexuel. Les preuves trouvées sur l'ordinateur de Sophie vont notamment dans ce sens. Elle avait visité des sites destinés à la recherche de sugar daddies, des hommes riches qui payaient pour avoir des relations avec des jeunes femmes. Elle avait notamment parlé à ses amis de ses activités sexuelles payées. Elle a mentionné qu'un homme lui avait versé $400. Dans son journal intime, elle a écrit qu'elle voulait trouver 10 sugar daddies. C'est malheureusement exactement ce que pense Jennifer Saint-Jean, la détective principale de Fort Lauderdale. Je crois sincèrement que quelqu'un sait quelque chose. Cette affaire met également en lumière la traite des êtres humains et l'importance du leadership dont les jeunes adultes ont besoin. C'est très répandu dans le sud de la Floride, et malheureusement, il est très facile de s'y retrouver et de ne même pas nécessairement savoir tout de suite que vous êtes impliqué, jusqu'à ce que vous soyez tellement impliqué que vous ne sachiez pas comment vous en sortir. La triste réalité est qu'elle pourrait être dans une situation très sombre en ce moment. C'est pourquoi nous espérons avoir des informations ou des pistes qui pourraient nous permettre de la localiser en toute sécurité. Ce cas de disparition reste lui aussi donc non résolu et un acte criminel est suspecté. Sophie Reeder aurait 23 ans aujourd'hui et voici à quoi son visage ressemblerait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous l'avez compris, encore une fois, je le redis, mais ces 2 disparitions n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Ce sont vraiment 2 disparitions très différentes, mais j'avais envie de faire une compilation parce que leur façon de disparaître est la même. Ils marchent dans la rue et ils sont filmés par les caméras de vidéosurveillance et on ne les voit plus. À vous de me dire ce que vous avez pensé de cette histoire. On va se retrouver bientôt pour une autre vidéo. Je vous rappelle juste mon lien que je vous mets en barre de description et en commentaire épinglé avec NordVPN pour avoir 4 mois gratuits et un essai sans risque de 30 jours. Je vous rappelle qu'avec NordVPN, vous allez pouvoir tout simplement naviguer sur Internet en toute sécurité et on le sait, de nos jours, c'est important. Donc n'hésitez pas à utiliser ce lien que je vous mets pour 4 mois gratuits et l'essai sans risque de 30 jours. On se retrouve très vite. N'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.